Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de choisir Espace TV pour vous informer. Au sommaire de ce 22h, des institutions de la République sont soupçonnées de sortie massive de sommes d'argent. 75 dossiers sont dans le viseur de l'agent judiciaire de l'État. À quand la mise en place du CNT? La question demeure au bout de lèvres depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Il y a de cela 100 jours, l'attente devient longue pour certains et d'autres estiment juste les démarches du CNRD. Vous les entendrez dans ce journal. Pendant ces 3 mois de gouvernance, quels sont les actes posés et les attentes des populations? Mamadou Sadio Baldé s'est intéressé à ce sujet et c'est l'angle de ce soir. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Bienvenue à tous. 3 mois depuis la prise du pouvoir par le CNRD, le Conseil national de la transition par le CNRD n'est toujours pas mis en place. Sur la question, les avis des acteurs politiques et la société civile sont divers. Si certains parlent de retard, d'autres estiment que le CNRD devrait prendre tout son temps avant d'installer cet organe transitoire. Guéna Bangoura, Abdoulaye Kamara. Le retard dans la mise en place du Conseil national de la transition a suscité une vague d'interrogations dans la sphère politique. Pour le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, le CNRD cache la réalité dans cette affaire. En un mois, on a réussi à impulser plus de 10 000 dossiers pour choisir 25 membres du gouvernement et 2 secrétariats. Je pense qu'à travers 700 dossiers, on ne peut pas être incapable de choisir les candidats qui sont censés nous représenter au CNT. Si la volonté est manifeste hier. Je voudrais bien que nos chefs d'État prennent en compte les problématiques de notre pays et nous proposent un calendrier acceptable par rapport à tous les grands chantiers qui se présentent devant nous. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a enregistré 706 candidatures des différentes entités, alors que seulement 81 membres seront désignés tels qu'indiqués dans la charte de la transition. Pour cet activiste, ce retard a tout son sens. Ils ont donné la chance et la latitude à toutes les fêtières de travailler à ce qu'ils puissent leur trouver les 81 membres. Alors si ce travail était fait vraiment en amont, aujourd'hui on aurait notre CNT en place. Des futurs membres du Conseil national de la transition doivent être choisis sur la base de leurs compétences et pour bien d'autres raisons, estime Aboubakar Silla. Quel que soit le petit temps qu'ils vont le faire, ils n'ont qu'à faire une bonne soir. Nous les Guinéens, on va se patienter. Une transition réussie, c'est à cela aspire le peuple de Guinée. Et la mise en place de cet organe transitoire est une des conditions incontournables. 100 jours depuis que le groupement des forces spéciales a écourté le mandat dit illégal de l'ex-président Alpha Condé, quel bilan dressé? La classe politique se fait voir. Si par ailleurs plusieurs avancées sont enregistrées pour Mamadouba Badikouba, le président de l'UFD, il faut y émettre des réserves pour lui. Beaucoup reste à faire et non les moindres. Bernard Koundouno et Ibrahim Souri-Senk Souma l'ont rencontré. 100 jours après la prise du pouvoir par le groupement des forces spéciales, l'espoir renaît chez certains citoyens après des multitudes de gestes d'apaisement du climat politique et des tensions sociales effectuées par les nouvelles autorités au cours de ces 3 mois passés. Il y a une décrispation totale de l'atmosphère politique et sociale dans le pays. On n'est plus dans cette situation de tension extrême avec plein de prisonniers politiques sans jugement, avec des frontières fermées, avec un pays totalement bloqué. Au-delà de cette confiance politique rétablie par Doumbouya, Mamadouba Badiko émet le doute quant à la durée de la transition, une question qui est aussi une des préoccupations de la CEDEAO. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir quelle est la pérennité du système. Et aujourd'hui, c'est toute la question. Nous sommes dans une transition dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Ces 100 jours de gestion du pays par le CNRD
ont eu des répercussions positives sur la monnaie guinéenne, affirme l'homme politique. L'acteur de la société civile, Sékou Touré, lui dresse un bilan plutôt positif. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport aux 100 jours du CNRD. Et satisfaits qui suppose effectivement que le bilan du CNRD de 100 jours soit globalement positif. Là qui nous a beaucoup plus marqué, c'était la libération des détenus politiques. La levée des barrages est une des avancées signalées par cet acteur de la société civile. Ces barrages n'étaient pas là pour les questions de sécurité, s'il faut être clair. Ces barrages étaient là uniquement pour des arnaques pures et simples des citoyens guinéens. La féminisation de l'administration est un autre acte qui a marqué l'opinion. Une délégation de la secrétaire générale de la francophonie est en Guinée depuis ce lundi à Conakry et elle a rencontré les autorités guinéennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans les échanges, l'OIF a salué le processus de la mise en place des organes de la transition et se dit disposé à accompagner la Guinée, notamment dans le domaine électoral, mais aussi dans le plaidoyer auprès des institutions internationales. Suivez les réactions du chef de la délégation de l'organisation et le ministre des Affaires étrangères au micro d'Idriss Sabari. Cette transition suscite beaucoup d'espoir. Comme vous le savez, il y a eu un gouvernement mis en place qui est exclusivement composé de civils et je pense que c'est un gage extrêmement sérieux pour la suite de ce processus-là. Mais évidemment, la francophonie, nous avons une expertise avérée dans les processus électoraux. C'est cette contribution-là que nous voulons mettre à disposition du gouvernement. Mais je dois préciser qu'on fait une offre, ce qu'on sait faire, sur le fichier, sur le code électoral, sur la justice transitionnelle. Tout cela, on a des experts qui sont très qualifiés. Mais bien sûr, c'est le gouvernement de transition qui devra nous dire dans quel secteur ils veulent que nous contribuions. Ils ont l'expertise, mais ils ont aussi la voix. Quand la francophonie apprécie un processus, c'est des centaines, c'est plus d'une centaine de pays qui sont convaincus là. Ils n'ont aucun intérêt. Si on fait des mal, il allait le dire, parce qu'ils l'ont dit ici la fois dernière. Quand ils sont venus, ils ont dit que ce n'était pas bon. Mais je suis heureux de voir qu'ils apprécient ce que nous faisons. Ils ont rencontré le président. Et il m'a dit, c'est extraordinaire ce que j'ai vu avec le président. Il a une vision claire. Plusieurs institutions sont soupçonnées de sorties massives de sommes d'argent suite au dégel des comptes publics. Je le disais au sommaire, 75 dossiers au total ont été identifiés par l'agent judiciaire de l'État, dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la direction du port autonome de Conakry et plusieurs autres départements importants du pays. Cette démarche des nouvelles autorités vise à combattre la corruption et l'enrichissement illicite. Le reportage d'Ali Badara Kamara et Ibrahim Souria Senkasouma. Quelques jours après que le chef de l'État ait ordonné le dégel des comptes, certaines structures étatiques en ont profité pour procéder à des sorties massives de fonds plus que ce qui était nécessaire pour des dépenses prévues. À ce jour, l'agent judiciaire de l'État a recensé et conduit 75 dossiers devant la justice du pays. Il faut beaucoup faire attention parce que les gens dont il est question sont bien connus des Guinéens. Quand vous prenez M. Yassine Diallo, et je pense que c'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'est comme aussi quand vous parlez du Sakoba, tout le monde sait ce que Sakoba a fait également aussi dans son pays. Donc ils ne sont pas n'importe qui, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de tout soupçon. Selon l'agent judiciaire de l'État, les premiers dossiers concernent le directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, le président de la haute autorité de la communication, la directrice générale du port autonome de Conakry, l'ex-directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et leur comptable. Si on a délivré un message pour dire que désormais la fortune publique est sacrée et que ceux qui vont y toucher ne vont pas bénéficier de l'impunité, c'est une très bonne chose, mais nous attendons des actes concrets et pas des discours à la radio ou à la télévision.
Une annonce perçue par des citoyens comme un élément dissuasif. Quelqu'un dit que lorsque vous faites du mal que la loi vous sanctionne, ce n'est pas vous qui êtes sanctionné, mais c'est le reste du peuple qui est éduqué à travers vous autres. Je souhaitais à ce que tous qui sont aujourd'hui en désaccord avec les normes de cette société servent d'exemple pour la future génération. Dans sa sortie, Mohamed Sampil Kamara se veut sévère dans le traitement des dossiers déclarés à la justice et compte aller jusqu'au bout. Des cadres du PDG RDA saluent la décision du CNRD de restituer les cases de Bellevue aux héritiers de l'ex-président Ahmed Sékou Touré. À bien des égards, c'est une injustice qui a été réparée. Pour rappel, la propriété avait été saisie par le régime militaire de l'ancien chef d'État, le général Lansana Conté, en 1984, après la mort de son prédécesseur. Le décret de restitution, cependant, réserve à l'État un droit de préemption sur la résidence en cas de vente. Antoinette Dédé Onivogui à l'UBA pour des précisions. Jadis confisquée, la restitution de la villa des Cases de la Bellevue à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré réjouit le secrétaire général par intérim du PDG RDA. C'est pourquoi nous restons reconnaissants donc de ces efforts et nous témoignons toute notre solidarité des actions que le CNRD entreprend en faveur de l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. En ce sens, nous essayons tant soit peu de les accompagner et d'encourager ces différentes orientations. Depuis le coup d'État du 3 avril 1984, certains biens du parti, tout comme celui de la famille, ont été saisis par les autorités d'alors, souligne Oyebeyavogui. Il poursuit que la famille Touré ne méritait pas cela, sachant que le père de l'indépendance a donné toute sa vie pour la Guinée, soutient-il. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette famille a une place de choix dans l'histoire politique et dans l'évolution socio-politique de notre pays. Et donc le président Ahmed Sékou Touré, de ce point de vue, une fois pour dire clairement que c'est un homme qui n'a pratiquement pas pensé à la famille, il avait bien la possibilité de le faire, mais non, il s'est voué à l'Afrique, il s'est voué pour la Guinée. Et en ce sens que cette famille, cela soit reconnu à sa famille, je crois que c'est encore plus confortable. Il renchérit que cet acte posé par le CNRD est un grand pas vers la réconciliation nationale. C'est un premier pas vers le renforcement du tissu social, vers le renforcement de l'unité nationale. Et en ce sens, je pense que le peuple guinéen se reconnaît mieux. Parce que vous imaginez la satisfaction qui va au-delà même du parti et de la famille du président. Dès que le décret a été pris le vendredi, le lendemain, il y a eu une réaction spontanée des jeunes conscients, des jeunes révolutionnaires au niveau de la capitale Conakry. Il exhorte également les nouvelles autorités à s'investir dans la libération de Mohamed Touré, détenu aux États-Unis depuis des mois avec son épouse. Cela peut vous paraître anodin tant que vous n'avez pas subi les conséquences, avoir du sang pour sauver votre vie ou un proche, un parcours de combattants que nos reporters ont suivi. Ce matin, ils étaient au service de pédiatrie de Donka où ils ont rencontré les gardes malades et les patients pour connaître les difficultés. Ils ne se sont pas limités là, ils sont rendus au centre de transfusion sanguine. Alcini Bari, Tchernosa Duba. Donner son sang, c'est sauver une vie. C'est sur cette idée que nous nous rendons au service pédiatrie de Donka, délocalisé à la Kamayenne. Ici, la plupart de ces enfants souffrent de paludisme grave et nécessitent la prise du sang. Faraïa a sa fille âgée de 7 ans, couchée depuis 4 jours. Son sang, il l'a déjà donné, et celui de son frère aussi. Ce matin, il faut encore en chercher. Hier, j'ai déjà donné le sang, mon jeune frère également. Maintenant, comment je peux trouver aujourd'hui une poche de sang pour pouvoir sauver encore ma fille à nouveau? C'est dans les difficultés là je suis, je ne sais pas comment faire. Comme lui, Titus, âgé de 10 ans, souffre aussi de paludisme grave. Ici, la poche de sang coûte 13 500 francs guinéens, officiellement. Et même pour cela, il faut parfois longtemps traîner entre les hôpitaux et le Centre national de transfusion sanguine. C'est le cas d'Alpha Mamadou Sow, qui a sillonné tous les hôpitaux de Mamou avant d'arriver à Conakry. Il me manque 3 litres de sang dans mon corps. Dans toute la ville là-bas, j'ai rien eu. Je n'ai eu aucun support médical ou humain. Il y a 2 jours que je suis en route. Je viens ici aussi, je trouve personne qui peut me réceptionner. C'est dommage, hein? Malgré tout, il faut attendre et espérer qu'un proche donne son sang. Même cela, il faut remplir certaines conditions.
Le premier critère, il faut être d'abord en bonne santé. Ensuite, il faut avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Et le troisième critère, il faut avoir l'âge de 18 à 60 ans. Des ONG comme le collectif des organisations de volontariat en Guinée et d'autres tentent de mobiliser les poches de sang. Sur le terrain, la tâche est ardue, car rares sont ceux qui connaissent l'importance du don de sang. D'ailleurs, c'est une fois dans le besoin qu'ils le réalisent. On a lancé la campagne depuis le 14 juillet. On est dans les 320 postes de sang actuellement. L'objectif visé, c'est d'avoir minimum 2000 postes de sang. À Donka, nombreuses structures parmi lesquelles l'unité de soins de formation et de recherche, le service de pédiatrie, l'hémato, enregistrent le plus souvent des morts, faute de sang. Le corps d'une fillette a été retrouvé ce matin dans une fosse septique au quartier Bordeaux, dans la commune urbaine de Kankan. À en croire le commandant de l'unité de protection civile régionale de Kankan, ce phénomène est devenu très récurrent ces derniers temps dans la cité. Il invite cependant les autorités locales à prendre des dispositions draconiennes contre les propriétaires de ces terrains abandonnés. Alpha Marqueta, notre correspondant sur place, s'est rendu pour nous sur les lieux. Voici son reportage. C'est dans cette fosse septique creusée sur un terrain à l'abandon que le corps sans vie de Saran Kondé, âgé de 2 ans 8 mois, a été repêché de l'eau ce matin dans le secteur 4 du quartier Bordeaux, dans la commune urbaine de Kankan. Sa maman lui a laissé en train de jouer avec ses amis pour aller se laver. À son retour, elle n'y était plus. Aussitôt, on a alerté le voisinage. On s'est tous mis à sa recherche jusque tard la nuit, en vain. C'est ce matin qu'on a retrouvé son corps sans vie dans cette fosse septique. Sitôt informé, le service de la protection civile s'est dépêché sur les lieux. Hélas, l'enfant avait déjà rendu l'âme. Indigné, le commandant de l'unité de protection civile régionale de Kankan invite les autorités locales à prendre des dispositions pour limiter ce phénomène qui devient récurrent dans la cité. Beaucoup de nos interventions, on a toujours remonté des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, dans les puits sciemment creusés par les citoyens. C'est pourquoi je sollicite qu'on prenne les dispositions pour pouvoir traduire les chefs de quartier, les chefs de secteur, y compris les propriétaires de ce terrain abandonné devant la justice. Selon Sekou Guéré, c'est la 2e fois qu'un tel accident survient dans son secteur. Pour cette fois, il entend traduire le concessionnaire à la justice pour outrage au principe du quartier et meurtre. Pour ce cas-ci, dans la même cour, il y a 5 puits non couverts. On a appelé le concessionnaire de tout faire pour venir, il n'a pas répondu. Donc on a mis le concessionnaire à la disposition du commissariat central pour audition. Dès qu'il sera là-bas, ils vont appeler le quartier et on ira, l'audition se passera devant nous. Et nous aussi, on va les imposer l'amende que nous voulons, plus maintenant l'amende de la loi. La petite Saran a regagné sa dernière demeure ce matin, laissant sa famille dans la douleur et la consternation. Chaque année, l'humanité célèbre le 11 juillet la journée mondiale de la population. Les autorités guinéennes, quant à elles, ont décidé de la célébrer en différé ce début de semaine à Conakry. Sa célébration est placée sous le thème « Droits et choix » comme réponse et priorité à la santé reproductive. Le choix de cette thématique, selon les cadres du département de l'économie, des finances et du plan, se justifie par le contexte sanitaire aux conséquences néfastes durant ces 2 ans. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. Pour rappel, le conseil d'administration du programme des Nations Unies a recommandé en 1989 de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population comme une journée internationale. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, porte jusque-là l'initiative. Sa représentation en Guinée, à l'occasion de la célébration en différé de cette journée, s'inquiète des impacts du coronavirus ces 2 dernières années. Si nous ne voulons laisser personne derrière, nous devons investir dans l'accès aux droits et aux choix à tous les niveaux. C'est pourquoi UNFPA estime que les droits et les choix doivent diriger nos politiques. Face à ces inquiétudes, le ministre de l'économie, des finances et du plan affirme qu'il est indispensable de donner la priorité aux services de soins pendant cette crise sanitaire.
dans le contexte actuel des pressions économiques et des restrictions budgétaires, le risque que certains pays ne parviennent pas à les rétablir est réel, d'où un risque plus important sur leur capacité à atteindre les ODD. Le 11 juillet dernier, l'UNFPA a dressé un bilan saisissant. Selon les statistiques de l'institution onusienne, 12 millions de femmes ont subi des perturbations dans leur service de planification familiale. La crise sanitaire a également mis en lumière et accentué les inégalités de genre. La présente cérémonie offre l'opportunité de réaliser un grand plaidoyer auprès des autorités de notre pays et de nos partenaires au développement sur l'urgence et l'importance d'accorder une priorité aux questions de population dans un contexte économique national et international de plus en plus difficile. Dans ce contexte, beaucoup de pays s'inquiètent d'un changement dans les taux de fécondité. Au cours de l'histoire, ce type de position alarmiste a souvent donné lieu à l'abrogation de certains droits fondamentaux, ce qui ressort entre autres du rapport 2021 de l'UNFPA. Tenu ce mardi d'un atelier national de validation du rapport provisoire portant sur l'état des lieux et le cadre de gestion des ressources en eau de la Guinée. Objectif, faire de l'eau un facteur déterminant du bien-être social et un vecteur de croissance économique inclusive en Guinée. Des recommandations ont été faites pour améliorer la gouvernance des ressources en eau du pays. Le compte rendu avec André Moussier-Milimono et Aboubakar Din Kamara. Lutter contre la pauvreté, préserver l'environnement, améliorer la résilience des hommes et de l'écosystème sont entre autres axes autour desquels sont réunis ces acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau. Cet état de lieu est la photographie de la situation actuelle des ressources en eau chez nous. Voir les forces, les faiblesses, c'est à partir de là maintenant que nous pourrons projeter une planification dans le cadre du plan d'action pour corriger, n'est-ce pas, toutes les faiblesses et voir comment aller plus de l'avant. Les résultats de cet atelier conduiront à l'élaboration d'un plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. Ce document permettra d'orienter la planification et la mise en œuvre des actions prioritaires pour la gestion durable des ressources en eau du pays à l'horizon 2040. À partir de là, nous saurons les problèmes qui existent et partant de là, nous allons faire la planification dans notre phase 2 du projet pour accompagner justement le pays aussi à se doter du plan d'action national GIR. La représentante du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a invité l'ensemble des acteurs concernés à faire des recommandations qui pourraient servir de repère au département de tutelle dans l'atteinte des objectifs visés. Vous êtes donc invités à formuler des suggestions et des recommandations pertinente pour enrichir son contenu, pouvant permettre la réussite de la seconde phase de la démarche. Je voudrais vous rassurer, dans cette dynamique engagée, que le gouvernement guinéen, conformément aux directives du chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ne ménagera aucun effort pour faire aboutir le processus. Les participants ont chacun au cours des échanges fait des propositions afin d'améliorer le contenu du rapport. C'est un ouf de soulagement pour les quartiers à proximité de l'usine Ciment de Guinée. Ils viennent de bénéficier de 7 forages de la part de Lafarge Holcim Guinée. La cérémonie de remise a mobilisé les habitants et chefs des quartiers bénéficiaires ce mardi à Symphonia. Pour les donateurs, l'objectif est non seulement d'apporter leur soutien, mais aussi renforcer les liens d'amitié entre l'usine et la communauté. Aminata Massile Bangoura et Djibril Kabak Kamara nous donnent plus de précisions. 587 millions de francs guinéens. C'est le montant global de ces 7 forages désormais mis à la disposition de 5 quartiers à proximité de l'usine Ciment de Guinée. Cette initiative de Lafarge Holcim Guinée, à travers le projet Eau pour tous, vise à faciliter l'accès à l'eau potable pour tous ses voisins.
La communauté est au centre de nos préoccupations. Dans ce sens, nous investissons sur des axes prioritaires. En apportant de l'eau à nos communautés, nous espérons apporter de la vie et de la santé. Donc nous avons commencé il y a quelques années par offrir 4 forages et aujourd'hui nous offrons 7 forages et ça fait un total de 11 forages pour le moment. Ces 7 forages viennent s'ajouter à de nombreuses réalisations de Lafarge Holcim Guinée pour ses riverains. Il ne manque pas d'éloges à l'endroit des donateurs. Lafarge Guinée fait beaucoup de choses pour nous actuellement. C'est un service qui vient d'être créé pour nous, mais le résultat est là. Nous sommes vraiment ravis à plus d'un titre. L'eau, c'est la vie. Construire ces forages dans des quartiers qui ont longtemps souffert à cause de la pénurie d'eau est plus qu'un ouf de soulagement pour ces femmes. Ils ont soulagé notre calvaire. On ne peut jamais vivre sans cette denrée. Avant, on partait jusqu'au barrage pour chercher de l'eau et filtrer. Donc, nous sommes vraiment contentes pour ce geste. En plus de ces 11 forages et autres services, plus de 25 femmes et jeunes filles de ces quartiers vont également bénéficier d'une formation en teinture. Durant un mois, elles seront formées dans cet atelier construit par Lafarge Holcim Guinée. Le but est de leur permettre d'être autonomes. Le journal se poursuit à présent un autre angle. RD a mis fin au pouvoir de Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est perçu à la fois comme l'espoir de tout un peuple et la terreur des fossoyeurs de l'économie. Quels sont les actes posés et les attentes des populations? Mamadou Sadio Baldé. Au petit matin du 5 septembre, le destin de la Guinée bascule tout d'un coup. Un groupe de militaires met fin au régime d'Alpha Condé. Les Guinéens auront suivi un coup de temps en direct sur les réseaux sociaux dans un premier temps et la télévision nationale au milieu de la journée pour confirmer la victoire du Comité national du Rassemblement pour le développement. Et c'est sérieux cette fois-ci, parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté et de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître. Quasiment, le pays tout entier applaudit le changement de régime. Les condamnations de principe de la communauté internationale se noient aux liesses populaires. Mettons la Guinée au-dessus de nous. La Guinée est au-dessus de nos intérêts personnels. Sinon, comment comprenez-vous qu'on soit obligé de tout reprendre après 63 ans d'indépendance? Mesdames et messieurs, nous sommes au tournant de notre histoire. Ensemble, nous pourrons. Pour nous, l'avenir de la Guinée s'écrira par les Guinéens. Il n'y a aucun calendrier qui vaille autre que celle du peuple guinéen. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD, commence à recevoir les institutions internationales, l'arrivée au pouvoir par la voie des armes. Ces diplomates reçus par les nouvelles autorités finiront par accepter les faits accomplis tout en infligeant des sanctions à la Guinée. Autant il y a eu des adhésions populaires dans le changement de régime, autant les cadres du régime renversé se sont retrouvés dans une situation inconfortable. Les véhicules de commandement sont retirés, les passeports confisqués, les comptes gelés, ils sont même interdits de tout voyage. Quelques semaines après, certains cadres du RPG Arc-en-Ciel et anciens ministres tiennent une réunion à leur siège. Le lendemain, ils sont convoqués puis recadrés par le CNRD. Parallèlement, les consultations nationales par groupe d'intérêt viennent à tour de rôle exprimer leur adhésion aux idéaux du CNRD et proposent des pistes de solutions pour une transition réussie. Il faut une nouvelle Guinée. Une Guinée apaisée, une Guinée fraternelle, une Guinée développée, une Guinée morale, une Guinée fière, une Guinée qui inspire. Avant la composition du gouvernement, Mamadi Doumbouya a multiplié des gestes d'apaisement. En se rendant au cimetière de Bambeto où des opposants ont été enterrés,
Son recueillement au stade du 28 septembre, où des crimes contre l'humanité ont été commis en 2009, ou encore en envoyant des délégations se recueillir sur les tombes des soldats à Dubreka. S'en suivra une vague de départ de généraux et cadres de l'administration à la retraite pour donner la chance à l'appareil administratif de respirer ce vent nouveau de changement. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Lentement, le gouvernement est mis en place et les ministres installés, deux conseils ministériels, puis une retraite. Les membres du gouvernement portent de l'uniforme pour faire corps dans l'esprit et dans l'action. La lenteur ou la lourdeur administrative se remarque surtout dans la composition des membres du Conseil national de transition. 100 jours après le changement de régime, le CNRD et son gouvernement n'arrivent toujours pas à composer et à installer le CNT. La lutte contre les crimes économiques peut pour le moment calmer l'impatience des populations. Hier à la télévision, l'avocat d'État annonce être sur les traces de plus de 70 dossiers flous à ses yeux. Les dossiers du port, de la HAC, de l'ANSS, de l'IRAG sont les premiers qui passeront devant la justice. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un homme pressé. Il dit être venu pour rassembler les Guinéens et mettre les bases d'un véritable développement. Les sanctions de la CEDEAO et l'Union africaine semblent moins impactantes, de même que la pression internationale sur les démarches de la junte qui veut avoir son propre calendrier et le dérouler sans contrainte. Voilà, nous disons merci à Mamadou Sadio Baldé pour ce commentaire du grand angle. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal réalisé par Fatoumata Bintabari. Merci de nous préférer chez vous. Au revoir et portez-vous bien.